peu et regardons ce qui se passe dans l'autre camp. À quel point le camp russe et chinois fait bloc, jusque dans l'interview de Vladimir Poutine. Regardez, ça passe même par Paris, le tweet de l'ambassade de Chine à Paris, qui prend prétexte de l'interview de Poutine par Tucker Carlson en s'en réjouissant avec le surtitre « La CIA ne dispose d'aucun alibi ». L'humour de l'ambassade de Chine en France qui répercute ce qui s'est passé au Kremlin précédemment. Et Alexia a de nouvelles données sur la menace chinoise contre l'Occident. Alors la Chine, elle est plus menaçante que jamais parce que la marine chinoise a désormais dépassé la marine américaine. Son homologue chinoise dispose désormais de plus de bâtiments. Regardez, la flotte chinoise compte 370 bâtiments précisément contre 291 pour les États-Unis et l'expansion n'est pas terminée. Nous ne sommes pas dépassés, mais je n'aime pas la trajectoire prise, concède cet amiral américain. Selon un rapport très sérieux, la Chine pourrait compter 435 bâtiments en 2030, en plus de sa présence sur toutes les mers du monde. Autre menace, là, très sérieuse, les missiles hypersoniques chinois capables d'atteindre les 10 460 km/h sans être arrêtés. Et là, il s'agit de services de renseignement qui l'affirment. Danger hypersonique pour l'Occident, titre même le Mail Online News. Ces armes, elles sont conçues pour détruire les porte-avions dits ennemis, tels que les navires phares emblématiques, le HMS Queen Elizabeth ou le HMS Prince of Wales. Donc il s'agit de navires britanniques. Et puis pire, ces missiles chinois, ils volent sur une trajectoire plus basse que les missiles balistiques intercontinentaux, ce qui les rend plus difficiles à intercepter. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis se sont réunis. Ils ont formé une alliance pour tenter de trouver des mesures préventives pour se défendre. Merci beaucoup, Alexia. Est-ce que c'est l'autre menace qui est en train de croître sous nos yeux, Général Richaud? Oui, on a tous les yeux là ce soir rivés sur le Kremlin, et pendant ce temps, la Chine. Les chiffres que donne Alexia ici sont spectaculaires. Ils font leur bonhomme de chemin très vite. Oui, ils font beaucoup de chemin, ils vont vite. Alors là, il s'agit du tonnage. Il ne s'agit pas de la valeur de la marine chinoise dont on ne sait pas ce qu'elle vaut. Citez-moi, Darius, une victoire navale de la Chine. Je serais incapable. Voilà. Bon, il n'y en a pas, il n'y en a quasiment pas. Je veux dire, ils ont les Ming au XIVe siècle, au XVe siècle, ont supprimé leur marine. Ils n'en ont pas eu jusqu'à la fin du XIXe. Ils n'ont quasiment jamais rien gagné de leur vie, sauf des trucs, voilà. Et aujourd'hui, ils ont deux aéronefs, deux porte-aéronefs, dont un porte-aéronef acheté à l'Ukraine en 1994, donc c'est un vieux truc. Ils ont fait le deuxième sur le même modèle, donc c'est toujours un porte-aéronef, et un porte-aéronef, c'est pas un porte-avions, c'est-à-dire qu'il n'a pas de catapulte. Ça veut dire que les avions décollent, et ils consomment beaucoup pour décoller, et ils ne peuvent pas emporter l'armement d'un porte-catapulte. Alors, est-ce que l'expression, elle est inquiétante selon vous, parce que vous mais elle est inquiétante. Non, mais elle est inquiétante. Alors là, quand je dis ça, je minimise pas la menace chinoise. Je dis, ils ont encore beaucoup de travail pour arriver au niveau. Parce que si vous citez des batailles navales gagnées par les Américains, je rappelle quand même que ce sont des Anglais qui se sont émancipés. Et donc la bataille de Minois, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc s'il y en a qui savent naviguer dans le monde, il y a bien les Américains. Donc je pense que ça n'est pas un rival systémique, un rival aujourd'hui sur le plan quantitatif, oui. Je pense qu'ils ne sont pas au niveau sur le plan de la menace, mais dans 20 ans, oui, ils vont devenir dangereux de manière graduelle et de manière sans doute irréversible. Est-ce que ça relativise, hélas, pour l'Ukraine, la question ukrainienne pour les Américains? On revient toujours à ça. Les Américains, ils ont ça en tête. Et quand on leur dit peut-être qu'il va falloir traiter avec la Russie, pour eux, c'est un élément parmi d'autres. Bien sûr, mais de toute façon, même si c'est cynique à dire, l'Ukraine, c'est un accident de parcours sur la route diplomatique des États-Unis depuis plusieurs administrations. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas défendre l'Ukraine, mais depuis plusieurs administrations, notamment l'administration Obama, on sait très bien que la principale menace systémique, ça vient de la Chine. Vous avez évoqué le nombre des sous-marins, c'est très important. Ils sont en train de construire non plus la muraille de Chine, mais une muraille sous-marine. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de sous-marins et de navires chinois en mer de Chine, en mer de Chine méridionale. Ils sont devenus pratiquement l'équivalent. Et puisque vous aimez les chiffres, ils ont 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, 6 sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, 48 sous-marins d'attaque à propulsion de diesel. Et donc cette force chinoise, elle passera à 65 et à 80 unités en 2025. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de dépasser les États-Unis. Écoutez cette déclaration qui fait date, parce que c'est le moment où la Chine, c'est le nouveau ministre de la Défense chinois, j'avoue que son nom m'échappe un petit peu, Dong
Dong Chun, le ministre de la Défense, qui s'exprime, alors on l'entendra plus tard, mais il dit très clairement à quel point ils soutiennent maintenant complètement la Russie en réalité. Oui, tout à fait, parce qu'il y a quand même en face une opposition contre les États-Unis aussi, leur ennemi, on peut dire, ou l'opposant historique. Et là, c'est pas non plus quelque chose de surprenant malheureusement pour les Ukrainiens, le fait que c'est ce fameux pivot que les États-Unis ils ont voulu opérer vers la Chine, vers l'Asie, vers ce côté-là. Et effectivement, l'Ukraine et l'invasion de Poutine, ça a obligé les États-Unis de réagir parce que finalement, on en est toujours là. C'est les États-Unis qui assurent la sécurité sur le continent européen et les Européens même ne sont pas capables pour l'instant d'assurer leur Est-ce que vous défense. trouvez les Français trop peu pro-américains? Moi, je suis frappé, mois après mois, semaine après semaine, de voir combien les Ukrainiens sur ce plateau disent chez les Français, il y a toujours un oui mais quand on parle des États-Unis. Ça, c'est très prononcé, je l'ai vu depuis longtemps. Ça s'explique par le contexte historique, par la position de De Gaulle sur ce sujet-là, et par cette peut-être autonomie stratégique dont Macron il a commencé à parler quand il s'est rendu justement pour se voir, pour parler avec Xi, c'était avec Ursula von der Leyen, si je me rappelle. Il y a un tropisme pro-chinois ou pas le général Richoux qui est très clair là-dessus, mais chez beaucoup de généraux qui malgré tout pensent qu'il va falloir s'arranger avec ces puissances. Les Français, contrairement aux Américains? Si, il y a cette compréhension et l'argument principal que c'est les États-Unis sont tellement loin, ils peuvent nous lâcher et nous on est là et il faut quand même qu'on arrange les choses. Sauf que je peux comprendre cette position-là, mais il y a quand même une illusion qui persiste et cette illusion que la Russie, elle n'a pas de menace, qu'on exagère ce menace-là, que la Chine, écoutez, on va voir ce que ça va donner parce qu'ils sont de toute façon pas de victoire. Mais la réalité, c'est que la guerre conventionnelle est de retour et c'est la puissance nucléaire, mais aussi la puissance militaire au sens strict du terme, c'est elle qui dicte les règles du jeu. Et l'Europe, elle n'a pas ni son armée, ni les capacités de production militaire en masse que la Russie est là. Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, l'Europe, elle n'est pas préparée encore. Est-ce qu'il y a une menace, juste une menace directe pour l'Europe ou pour les Occidentaux? Parce qu'évidemment, la Chine allait tourner vers Taïwan, ça on sait, mais est-ce que la menace, elle pourrait se porter de l'autre côté, selon vous? Moi, je le vois plutôt dans la liaison, en fait, la combinaison, la Russie, Chine, avec tous les pays qui sont contre l'Occident. C'est cet axe-là qui est en train de... il est pas monolithe, ce bloc. On ne peut pas dire que c'est un bloc, mais c'est un ensemble de pays qui sont contre ces valeurs ou contre l'évolution que l'Occident impose. On parlait de ce tropisme français qui veut s'arranger avec la Russie. Écoutez, ça n'est qu'un aspect des interviews que nous avons diffusées tout à l'heure, mais Robert Badinter, qui de façon très marquée disait, dans la crainte du nucléaire, il faudra parler avec ces puissances-là, et il faudra parler notamment avec la Russie. Écoutez cet extrait. Il y a lieu, dans l'intérêt général de toutes les nations européennes, sinon du monde, il y a lieu de tenir un congrès, comme il y en a eu, comme on le sait, l'histoire jalonnée de ces congrès. Kissinger leur a consacré un livre dans lequel on parle, mais les paroles valent beaucoup mieux que les obus, et surtout les obus à charge nucléaire. Voilà la parole de Robert Badinter. Les paroles valent mieux que les obus, surtout les obus à charge nucléaire. Et vous n'êtes pas d'accord là, évidemment? Non, mais écoutez, ça représente quand même une pensée de Kissinger, justement, et d'autres partis, des gens très influents qui ont une certaine vision des choses. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. C'est une vision figée qui n'a pas évolué, qui est vraiment très illusoire, en fait, de voir la Russie et le potentiel, en fait, de Russie ou l'amitié avec la Russie ou quoi que ce soit comme accord qui soit respecté avec la Russie et l'Occident. Après, c'est aussi une position qui est adaptée par pas mal de... même en France, les gens qui sont dans l'armée, dans certains milieux, qui sont pour dialogue. Cette pensée, n'est-ce pas, le fait que ce soit Robert Badinter qui a une grande conscience, ça dit bien, ce ne sont pas seulement des pro-russes ou des idiots utiles qui disent ça. C'était la pensée de Mitterrand, c'était la pensée de De Gaulle qui a des propos incroyables. Il dit, il y a une sorte de chance chaque fois qu'on était en discussion avec la Russie, comme si, il parle à l'époque de l'Union soviétique, qui est une dictature épouvantable.
Il ne parlait d'ailleurs jamais d'Union soviétique, il parlait de la Russie éternelle. Ouais. C'est-à-dire même quand il est allé visiter la Russie en 1944 et en 1966, il n'employait que le terme Russie, effectivement. Là, la Russie a commis une agression, c'est évident, elle commet des crimes de guerre, c'est évident. Maintenant, un jour comptera le rapport de force sur le terrain et la volonté ou non de tous les pays occidentaux, les Américains en premier, de poursuivre cette guerre. Mais Sylvie, sans dites-nous la rechercher un vérité. accord. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les chancelleries? Est-ce que dans le secret des chancelleries, ils se disent, pour finir, la Russie est en train, non pas de gagner la guerre, elle n'a pas du tout gagné la guerre, elle n'a pas pris Non. Kiev, etc., mais en réalité de s'installer durablement, il va falloir traiter avec elle. Moi, je pense Oui, alors mais bien traiter avec sûr. elle, non, on n'en est pas là. Je ne crois pas. Par contre, elle s'installe durablement dans la guerre. Il y a une réflexion. Je pense qu'effectivement, en tout cas, il y a un certain, je dirais entre guillemets, pessimiste sur la perspective d'une sortie de crise à court terme. Voilà, pour être diplomatique, ce que je perçois actuellement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la fin de la guerre en 2024. Sûrement pas peut-être en 2025, et il faudra vraiment quelque chose de très important pour que ça bascule. Et donc là, il y a avantage à l'avantage à la Russie. Bon, maintenant, quand on dit qu'il faut négocier, oui, c'est toujours mieux que de se parler que de s'envoyer la bombe. Une fois qu'on s'est envoyé la bombe, c'est terminé. Mais je rappelle quand même que ça fait 80 ans qu'on se parle à propos de la bombe et qu'on l'a pas envoyée, donc ça quand même, c'est comme le paradoxe de cette bombe qui est la destruction massive, mais qui a apporté la paix. Il faut quand même le dire. Et je pense qu'il n'y a pas de bouleversement sur ce principe. La bombe apporte la paix. PMG. Oui, non, mais je crois que pour répondre à votre question, il y a de plus en plus d'interrogations. On s'interroge effectivement, comme l'a dit Mme Berman, cette guerre s'inscrit dans la durée. Il n'a pas du tout l'intention de céder. Elle va continuer cette année. Elle risque de continuer en 2025. Et fatalement, de plus en plus, en Occident, aux États-Unis et ailleurs, on va se poser la question d'une porte de sortie, d'une négociation. D'ailleurs, on demande toujours peut-être à M. Erdogan de trouver des portes de sortie. Et il y a aujourd'hui une interrogation également en Ukraine. Il y a un débat politique. Demain, peut-être que M. Jalouzny, qui a été limogé, va faire des propositions. En tout cas, oui, je pense qu'on veut une porte de sortie, même si on va fournir des F-16, même si on va fournir des avions, des missiles. Je pense qu'à un moment donné, certains diront, même si c'est l'Ukraine qui décidera in fine des conditions de cette paix, il y a un débat aujourd'hui. La meilleure preuve en est, c'est que Zelensky a dit que ce serait très difficile, par exemple, de reprendre le Donbass. Certains disent le Donbass devra être repris alors que la Crimée devra être laissée à la Russie. Et ça, ce sont des idées qui commencent à germer effectivement dans l'esprit des diplomates.